Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Ça finit pas. Aujourd'hui, blessure narcissique et stratégie d'isolement. Oh punaise, c'est quoi ce titre? Alors, aujourd'hui, un sujet bien académique. Je sais que c'est la rentrée universitaire, la rentrée scolaire, et comme vous voyez, je suis dans un cadre très studieux pour aborder justement cette nouvelle année universitaire. Alors, on va parler de blessures narcissiques. Donc, il y aura 3 vidéos. On va parler de blessures narcissiques. On commence par la stratégie d'isolement. On va poursuivre avec la stratégie de réparation. Et on va finir avec la violence. Donc, déjà, la vidéo commence avec l'effet teaser. C'est bien ou pas? Comme je sais que je vous ai manqué, tout ça. Enfin, voilà. Donc, du coup, je commence par un teaser. OK? Blessure narcissique et stratégie d'isolement. C'est quoi ça? C'est quoi ce machin-là? Alors, en fait, je vais aborder ce sujet pas uniquement du point de vue de la perversion narcissique, mais plus généralement de la blessure narcissique. On a souvent entendu dire justement que vos PN préférés avaient cette tendance à isoler précisément leurs innocentes victimes. Euh, on remarque, au-delà même de ce type de paroxysme en fait dans la relation toxique, dans d'autres types de relations toxiques, on remarque effectivement cette tendance qu'ont certaines personnes à isoler les personnes qui sont finalement, on va dire, entre guillemets, leurs victimes. Mais vous savez que j'aime pas ce mot-là et vous savez que si on dit victime, il faut mettre complice à côté. Mais on va dire les choses simplement. C'est la rentrée, on commence doucement, tu vois ce que j'ai dit ou pas? Alors, bien sûr, il est hyper tentant et je l'entends dire même de la part de grands professionnels reconnus, n'est-ce pas? Dire que c'est par méchanceté, en fait, que les blessés narcissiques vont avoir cette tendance à isoler certaines personnes, à isoler leurs victimes, leurs fameuses proies. Alors, on va aborder les choses quand même d'une façon un peu scientifique, un peu biologique, en tout cas, on va dire. Un cerveau n'agit jamais par méchanceté. La méchanceté en soi, ça n'existe pas. Biologiquement, la méchanceté, ça n'existe pas. La méchanceté est une construction mentale. Pour qu'un acte soit méchant, il faut que quelqu'un le trouve méchant. Donc il faut qu'il y ait une analyse, il faut qu'il y ait une cognition, enfin voilà, il faut mettre du mental, il faut mettre de l'intellect sur un comportement pour définir qu'il est méchant. Mais en soi, il ne peut pas être méchant. Donc la motivation d'un cerveau n'est jamais la méchanceté, ça n'existe pas. Il faut sortir de ces conneries-là. Euh, le cerveau a des choses nettement plus intelligentes que ça à gérer. Et quand je parle d'intelligence encore une fois au sens biologique du terme. Je rappelle que l'intelligence, c'est la capacité que l'on a à échapper à l'éradication. Donc, il est bien question d'une angoisse mortifère. Il est bien question d'un danger de mort, puisque la fonction principale du cerveau, c'est de maintenir en vie la personne qui est en dessous. Pourquoi est-ce qu'un cerveau peut considérer que quelqu'un est en danger de mort? Pour une raison bien simple, c'est que précisément le manque d'attention reçue et donnée pendant un certain nombre de temps est létal, est fatal et donc vital. L'attention que je reçois est vitale, en tout cas pour l'enfant, pour le nourrisson, pour le bébé. L'attention reçue est vitale. Donc, en neurosciences, il y en a qui appellent ça des AT, attention multipliée par le temps. Donc, le temps qu'un enfant va passer à recevoir de l'attention est absolument vital pour lui. Et donc, s'il n'en reçoit pas, il risque la mort, tout simplement. Tout simplement. On en a parlé pour les personnes qui ont eu la chance, l'honneur et le privilège de faire le programme en ligne Détox relationnel. On a parlé effectivement de ces expériences qui ont été menées dans les camps de concentration, etc. Bref. Donc, un enfant a besoin absolument, pour survivre, il a besoin de recevoir de l'attention pendant un certain nombre de temps.
Et c'est la raison pour laquelle l'enfant va s'adapter. Il va donc construire un moi, il va construire un personnage superficiel, fictif et suradapté. Mais c'est vraiment pour survivre, parce qu'il y a un vrai danger de mort. D'accord? Bien. Le blessé narcissique, c'est celui qui, effectivement, pendant son enfance, a entretenu cette angoisse, cette fameuse dépression infantile précoce dont parle Moussa Nabati. La dépression infantile précoce qui a des conséquences assez dramatiques, puisque précisément l'enfant va rester bloqué en fait dans ce trauma, dans cet événement, cette série d'événements traumatisants. D'ailleurs, quand vous regardez bien, la différence entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant a absolument besoin de l'extérieur, de recevoir l'attention pendant un certain nombre de temps de l'extérieur, de quelqu'un d'autre que lui. En réalité, un adulte, c'est quelqu'un qui s'autonomise émotionnellement, c'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir de l'attention pendant un certain nombre de temps, mais sauf qu'il va se donner à lui-même cette attention. C'est ça être adulte en fait, hein. C'est s'aimer soi-même encore une fois. On en est au même point en fait en vrai. Je vous ai dit que j'allais vous bassiner avec ça. On en est exactement au même point. Bien sûr, quand je parle date, j'emploie un terme volontairement scientifique, volontairement froid, mais en réalité, il s'agit d'affection, il s'agit d'amour, en fait, en vrai. Mais vous pensez bien que dès que je dis affection et amour, vous avez déjà connoté, en fait, la notion, donc je vais garder la notion date, qui est très froide, en fait. Attention multipliée par le temps. Et donc, vous avez remarqué, et en tout cas, ça m'a été reporté plusieurs fois, des personnes qui me racontent qu'elles ont vécu un deuil et que précisément, vivre ce deuil, ça a aggravé en fait la toxicité relationnelle qu'elles avaient avec, par exemple, leur conjoint. Je prends l'exemple le plus fréquent, vous avez une femme qui va, je sais pas, perdre son père, perdre son frère, perdre un membre de la famille proche, et donc on sera affecté. Il se trouve que cette femme a une relation extrêmement toxique avec son méchant mari. Et donc, en fait, son PN préféré, il y aura une certaine violence même, une agressivité qui va accroître à l'occasion de ce deuil. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, pour une raison bien simple. Un blessé narcissique, en fait, a une croyance, c'est qu'il pense que l'amour, en fait, latte, c'est un gâteau. C'est comme un gâteau, c'est bon, mais c'est limité. Donc la part que je ne reçois pas, la part que quelqu'un d'autre reçoit, c'est la part que je ne reçois pas. Ouh. Et ne pas recevoir date, c'est complètement mortifère. Encore une fois, il y a un danger de mort. Et face à une situation de stress, le cerveau a 3 réactions. Vous savez déjà, agressivité, fuite ou anesthésie. Donc, qu'est-ce qui va provoquer précisément l'agressivité, justement, souvent du blessé narcissique, face effectivement au décès d'un proche de sa victime? C'est que précisément, quand vous avez quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un de votre famille qui est ou gravement malade ou qui est décédé, bien, vous allez passer beaucoup de temps à exprimer l'affection que vous aviez pour cette personne. Et donc, vous allez passer beaucoup de temps à exprimer de l'attention à quelqu'un d'autre que votre blessé narcissique préféré. Et forcément, ce blessé narcissique va vivre ça extrêmement mal, c'est extrêmement douloureux. En réalité, c'est angoissant, c'est une angoisse mortifère. Et donc, du coup, face à ce stress, il va donc développer une réponse de stress. Face à ce stress qui va rappeler un trauma, le trauma de l'enfance, la blessure narcissique extrêmement touchy, extrêmement profonde, cet événement va rappeler effectivement, il va raviver, le remettre en contact avec cette angoisse de mort, cette angoisse de manquer d'affection pendant un certain nombre de temps. Et donc, c'est ce véritable danger de mort. C'est ce qui explique véritablement, biologiquement, l'agressivité que certaines personnes dont certaines personnes peuvent faire montre face justement au fait que simplement l'objet finalement de leur transfert affectif accorde une attention
pendant un certain nombre de temps à quelqu'un d'autre qu'eux, à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre qu'eux, parce que ça peut être aussi le travail, ça peut être une activité sportive, ça peut être ce que vous voulez. Quelque chose, en fait, et ça, les fameuses victimes se reconnaîtront, puisqu'elles elles me le disent toutes, hein. Je ne fais plus de sport, je ne vois plus mes amis, je ne fais plus cette activité que j'aimais, etc., etc., etc. Il m'a il m'a coupé de ça, il m'a coupé, etc., etc. Alors, vous pensez bien que le fait d'avoir mis à jour ce fonctionnement biologique, ce fonctionnement neurologique-là, n'excuse absolument rien. On est d'accord. On est d'accord. Mais plus loin que ça, et ce sera l'objet de la prochaine vidéo, si quelqu'un, en fait, arrive à isoler finalement l'autre, ça veut dire que l'autre se laisse isoler. Ça veut dire que l'autre a un intérêt à se laisser isoler. Je sais très bien que c'est scandaleux ce que je dis. Je sais que ça remue, mais je vous garantis que je l'observe à tous les coups. Ce qui en fait est normal, hein. Je veux dire, c'est mécanique. C'est complètement mécanique. Il y a un intérêt, un bénéfice secondaire, le fameux bénéfice secondaire, à se laisser isoler. Et je vais vous avouer que je l'ai vu très très fort, très récemment. J'ai eu le cas en fait de quelqu'un qui m'a appelé, alors non pas pour elle, mais pour sa sœur, n'est-ce pas? Euh, et qui m'explique en fait, voilà, ma sœur ici, ma sœur elle est détruite à cause de son méchant mari, à cause de son méchant PN, machin, etc., etc., etc. Et quand j'ai vu justement le schéma qui était appliqué, le schéma éducatif qui était en vigueur dans la famille, pour moi, il est évident que cette femme a choisi, justement, en fait, c'est certainement le seul moyen qu'elle a trouvé, précisément de prendre de la distance avec une famille extrêmement étouffante. Extrêmement, extrêmement étouffante. Sauf que dans la culture, justement, du pays où habite en fait cette femme, il n'est pas question de prendre une quelconque distance, une quelconque autonomie avec la famille. En tout cas de façon volontaire. Et à mon sens, le bénéfice secondaire, il est vraiment là. Après, il y a d'autres cas que j'ai vus, hein. J'ai vu autant de raisons que j'ai vu de cas. Et on va voir la prochaine fois dans cette vidéo justement sur la blessure narcissique et la tentative, la stratégie de réparation. On va voir précisément qu'est-ce que l'autre précisément essaye de faire. Quel est le bénéfice secondaire? Quelle est la mécanique qu'il y a derrière le fait de se laisser isoler de son environnement? Parce que vous pensez bien que, encore une fois, il est encore question d'attention et de temps. Votre méchant PN qui vous fait voir tant de misère, il vous accorde un maximum d'attention pendant un maximum de temps. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Parce que quand on parle d'attention multipliée par le temps, je ne parle pas de la qualité de l'attention. Je ne parle pas de la qualité du temps non plus, en fait, en vrai. Recevoir une claque, pour recevoir une claque, pour recevoir des coups, il faut que la personne qui vous frappe, en fait, vous accorde son attention. Je sais que c'est violent ce que je dis, je sais. Donc, exprimez, sortez toute la colère qu'il y a, bien évidemment, sortez tout le scandale que ça fait chez vous, extériorisez ça, parce que c'est sain de l'extérioriser. Mais en réalité, il s'agit encore une fois d'une histoire d'attention et de temps. Donc la prochaine fois, on va voir la stratégie de réparation, parce qu'en réalité, s'il y en a un qui essaye d'isoler, il y a l'autre qui essaye de réparer. Et qu'est-ce qu'il essaie de réparer? Vous le saurez en regardant la prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien et souvenez-vous, bien sûr, ça n'a pas changé. Souvenez-vous que vous êtes déjà totalement épanoui, comblé et heureux. Amusez-vous bien. Ciao.